tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Académie TV. Donc aujourd'hui nous sommes avec Gérard Pouet et François Duvillard. Bonjour. Bonjour. Gérard Pouet qui est le fondateur du groupe CNPC, organisme de formation, qui a notamment écrit plusieurs livres et qui est aujourd'hui consultant. Donc il est avec nous pour partager son expérience du marché sur la France. Et François Duvillard, qui est un des dirigeants de la société SIDAS, et qui va partager avec nous son expérience sur l'international, le SIDAS qui est présent aujourd'hui dans plus de 45 pays, 45 millions de chiffres d'affaires, 160 salariés, donc la petite bête qui monte dans le secteur. Donc on va parler aujourd'hui du marché du run, marché du run qui a été en pleine explosion et qui aujourd'hui connaît un petit ralentissement. Gérard, quelle est votre vision sur ce marché du running aujourd'hui? Alors ça reste un marché à forte croissance, 890 millions d'euros de chiffre d'affaires généré en France en 2018. C'est aujourd'hui à peu près 14 millions de personnes qui courent au moins une fois par semaine. Ça veut dire qu'on en a encore sous le pied, parce que c'est 14 millions de personnes, c'est une personne sur 4 potentiellement qui aujourd'hui court. Ça veut dire qu'il y a encore 3 personnes sur 4 qu'il faut arriver à convaincre de courir régulièrement. C'est un marché en effet en pleine croissance, et avec bien entendu des conditions spécifiques de réussite. C'est-à-dire que c'est un marché compliqué aujourd'hui avec de nombreux acteurs et qui commence à connaître un certain nombre de trous d'air au niveau de la distribution, avec des gens qui sont des passionnés mais qui doivent aussi devenir des gestionnaires. D'accord. Est-ce que vous notez des similitudes ou des différences sur les marchés internationaux? Je crois que mondialement, il a bien résumé la situation. On est devant un marché du running qui a explosé, qui rentre en maturité, et les grandes problématiques d'évolution de la distribution, de la demande du consommateur sont quand même bien réparties dans tous les pays du monde. Donc c'est un des sports où on peut tirer une grande ligne du Japon à la France, de la France aux États-Unis en passant par l'Allemagne. Les grands équilibres, les grands besoins, les grosses structures se retrouvent un peu partout. D'accord. Avec une particularité sur ce marché qui est intéressante, c'est qu'on s'adresse à la fois à des 15-24, mais aussi à des plus de 50. Donc on a en effet une typologie de clientèle très différente, et on a bien entendu, non pas la prédominance de la femme, mais la femme qui constitue un marché très important dans ce secteur-là, puisque sur les 14 millions de personnes qui courent en France, il y a 6 millions de femmes. Donc ça c'est un chiffre qui est en forte croissance en France en tout cas. Même question. Pareil, la femme est assez bien répartie si on regarde les besoins des différents marchés. J'ajouterais également la partie des seniors, où aujourd'hui le Japon, la partie Amérique du Nord, une partie de l'Allemagne et les pays scandinaves, on a cette montée en puissance des seniors comme population qui veulent rester actifs, qui veulent rester en bonne santé. Et là, il faut bien dissocier le running pratique performance et le running santé. Et là, le running en tant que santé loisir sur la famille des seniors est un gros potentiel et on sent un vrai besoin d'utiliser le running comme un outil de santé et pas que pour courir. Donc là, on a un vrai intérêt à ce que la femme, les seniors et les jeunes, pour le côté plutôt pratique ou anti-stress, on va dire, tout le monde a intérêt de courir. Par contre, le marché changeant, les règles du passé ne sont pas forcément les règles de demain. Avec des paramètres très festifs. Aujourd'hui, on a créé l'Electric Run, Color Run, Mud Day, etc. pour essayer de donner à la pratique de la course à pied, qui est quand même pas très excitant, il faut le dire, un côté dynamique, un côté sympa, et ça constitue aujourd'hui un véritable lien social entre les gens qui courent. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions qu'on va lui poser, c'est « Est-ce que tu cours ?» Et si jamais il court, alors là, c'est formidable, la soirée est gagnée. On a de quoi alimenter des jours et des jours de discussion. Et en plus, on court et on le fait savoir sur les réseaux sociaux. Et on court, bien sûr, pour améliorer la performance, mais aussi pour donner une certaine image de soi. Ça fait bien. Et si j'arrive un jour à faire le marathon de Berlin ou le marathon de New York, ça me positionne aujourd'hui vis-à-vis d'un élément social. C'est important. Je cours aussi et je développe une image. C'est un peu je cours donc je suis quelque part. Ouais, ou je suis donc je cours. Ouais. Et là, il y a une remarque intéressante, c'est-à-dire qu'en tant que société, on est comme une tendance où le diabète, la consommation au niveau nourriture et l'inactivité va devenir un vrai facteur de santé publique pour tous les pays. On prend la Chine, on prend le Middle East, on va devoir sensibiliser les gens à courir et à mieux se nourrir et à mieux faire du sport. Donc là, toute l'industrie a vraiment intérêt à ce que les gens courent, mais courent de la bonne manière, avec les bonnes chaussures et pour quelque part les bonnes raisons aussi. Et on veut être beau quand on court, c'est-à-dire qu'on veut être bien habillé parce qu'on va, en effet, on va se montrer. Et regardez le nombre de courses spécifiques pour les femmes aussi qui se sont développées, la féminine, au travers de toutes les déclinaisons dans chaque ville, que ce soit la parisienne, la bordelaise, etc. etc. C'est un véritable défilé de mode aujourd'hui.
hein, c'est-à-dire que je vais acheter spécifiquement pour la course une tenue spécifique. Donc en effet, on est sur un marché en forte croissance avec autour de ce produit qu'est la chaussure de multiples périphériques, que ce soit l'électronique, que ce soit le textile, que ce soit la bagagerie, mais aussi toute la diététique. Et en effet, ça constitue un véritable marché important pour les magasins demain qui veulent développer cette activité. D'accord. Et donc François, sur le marché, nous disait que ce marché était en pleine mutation. Aujourd'hui, comment s'adaptent les détaillants et quels sont éventuellement leurs points de faiblesse? Alors, les premiers détaillants qui ont lancé ces magasins il y a une dizaine d'années, c'était des précurseurs, c'était des coureurs. C'était des gens qui voulaient essayer de vivre de leur passion. Je dis bien essayer parce qu'ils n'en vivaient pas forcément, mais c'était des passionnés. Aujourd'hui, on voit une nouvelle race de chefs d'entreprise qui arrivent sur ce marché, qui sont des gestionnaires. Alors bien sûr, ce sont des pratiquants, mais ils ne mesurent pas leurs compétences autant qu'ils réalisent au marathon. Mais beaucoup plus, en effet, dans une optique de dire aujourd'hui, je suis gestionnaire, j'ai senti que ce marché pouvait me rapporter de l'argent, donc j'investis sur ce segment-là. On peut noter la même chose à l'international, François? Ce qu'on voit à l'international, c'est qu'en fait, l'évolution de l'habitation part d'abord, les gens ont cherché des produits. Ensuite, ils ont cherché des solutions. Et maintenant, vraiment, ils cherchent des expériences. Donc, cette évolution de produits, solutions, expériences, elle n'est possible que si le dirigeant d'un magasin a un minimum de compétences commerciales, un minimum de compétences de l'activité, un minimum de compétences marketing. Et donc, on s'aperçoit que pour amener les gens sur une expérience d'un achat running, il faut qu'ils aient ce tripode de compétences. Et malheureusement, aujourd'hui, comme l'a dit Gérard, beaucoup sont d'anciens coureurs à pied qui mesurent leur performance à l'aube de leur temps sur le marathon. Et ça ne fonctionne pas, qui n'est pas totalement synonyme d'une bonne expérience client. Donc nous, on considère qu'aujourd'hui, le consommateur qui veut courir, il ne retrouve pas tout ce qu'il devrait retrouver dans un magasin par rapport à ce manque de compétences et ce manque de vision de ce qu'est l'achat consommateur aujourd'hui. Mais rassurez-nous, François, vous qui voyez beaucoup de détaillants, il y en a qui tirent quand même leur épingle du jeu? Bien sûr, il y en a qui réussissent parce qu'ils ont réussi soit seuls, soit à s'entourer et qu'on fait une vraie décision. Beaucoup de dirigeants de magasins de running se sont improvisés magasins de running par capillarité avec leur ancienne pratique. Très peu ont décidé d'ouvrir un magasin et de le rendre rentable, qui est souvent un mot sale en fait, rentable. Mais pas de rentabilité, pas de futur. Et aujourd'hui, il faut accompagner ces magasins à ceux qui veulent rester vivants dans cet univers en mouvement autour du pivot de la capacité produit, de la capacité technique et de la capacité commerciale. Vous partagez cette analyse sur le marché français? Oui, complètement. On est sur un marché en pleine innovation. L'innovation, c'est tous les jours qu'il y a des nouveaux produits qui sortent, que ce soit en électronique, que ce soit dans le chaussant, dans le textile. Mais en effet, les prix montent. Et ça veut dire aujourd'hui que pour satisfaire le consommateur, il a aussi des exigences. Et la réussite d'une entreprise, c'est 4 points. Les points, ils sont indiscutables et ils sont applicables à tout secteur d'activité. C'est d'abord un marché porteur. On voit que le marché de running est un marché porteur. Deuxième chose pour réussir, c'est pas parce que j'ouvre un magasin de running que les gens vont se mettre à courir plus dans ma ville, mais c'est simplement parce que j'ai un positionnement différent de mes concurrents. Et en effet, quand j'ouvre un magasin de running, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher une clientèle sur des gens qui allaient dans d'autres magasins. Donc il faut que je sois différent. Et puis le troisième point, c'est une rigueur dans sa gestion. Aujourd'hui, un magasin de running en France est quelqu'un qui doit dégager au moins une marge de 38%, avoir une rotation des stocks qui soit à peu près de 2,4, c'est-à-dire tous les 152 jours, et puis également, dernier point, avoir une compétence très forte à l'intérieur de son magasin, que ce soit lui en tant que patron du magasin, mais aussi toutes les personnes qui travaillent avec lui. Sachant que la compétence, c'est la somme de 4 choses. C'est d'abord des connaissances dans le produit, comme le disait François. Ce sont également des capacités à traduire les caractéristiques techniques d'un produit en avantage pour le consommateur. Et puis enfin, c'est un comportement. On vend du rêve, on vend du plaisir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait le sourire dans le magasin, qu'on soit capable d'accueillir. Et tout ça, c'est sanctionné par les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs vont vous noter. Moi, je trouve ça extraordinaire aujourd'hui qu'on note. Alors en effet, on est noté quand on va au restaurant. On note le restaurant, on note l'hôtel. Et puis demain, on note son magasin. Et un magasin, aujourd'hui, doit avoir 5 sur 5 sur Google, bien évidemment. Tous les clients qui sortent de mon magasin doivent être satisfaits. Quand je travaille avec des magasins, je leur dis objectif 100% de clients satisfaits. Tous les clients doivent être satisfaits. Aucun ne doit ressortir en faisant la grimace, en disant « je me suis fait avoir ». Donc ça veut dire que j'ai pris le temps, en effet, de bien travailler les attentes de mon client pour lui répondre d'une façon la plus précise possible et la plus professionnelle par rapport à ses besoins. Merci Gérard pour cette transition qui est toute faite. Vous nous parlez un petit peu de digital avec Google.
Digital, digitalisation, c'est des gros mots qui peuvent faire peur et qui viennent transformer, qui viennent accompagner cette mutation. Faut-il avoir peur de ces outils digitaux, de cette digitalisation? Est-ce que ça va tuer le marché? Quels sont les risques selon vous? Moi, je trouve que c'est une chance extraordinaire pour le distributeur, le digital, parce qu'on ne parle pas forcément de puissance financière, mais on parle de rapidité et d'imagination. Donc, c'est la chance du petit, peut-être, par rapport à des très gros. Et qu'est-ce qu'on appelle la digitalisation? C'est simplement un ensemble de moyens permettant à un distributeur de encore mieux répondre à l'attente de ses consommateurs. Donc, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, c'est une chance extraordinaire pour le distributeur d'optimiser son investissement dans le digital. Alors ça représente un petit peu de sous, c'est vrai, parce que si je communique, il faut que je communique parfaitement. Je ne peux pas me permettre un à peu près, parce qu'aujourd'hui, il y a une cacophonie dans la digitalisation. Tout le monde communique, et il faut que je sois encore une fois, différent et meilleur que les autres. Votre stratégie sur le digital chez Sidas? Nous, on considère aujourd'hui que c'est l'alliance de deux mondes qu'il faut réussir. C'est l'alliance d'un monde de l'humain, de l'empathie, de la découverte des besoins, et comme a dit Gérard, très souvent, les magasins ne prennent pas assez le temps de découvrir qui est ce consommateur, ses besoins, ses attentes. C'est souvent oublié. C'est un peu des logisticiens du 42. C'est-à-dire que bonjour monsieur, 42, voici, ça c'est terminé. Ça c'est la mort. La réussite, c'est de dire ok monsieur, bonjour. Donc l'humain amène toute ton empathie, toute sa capacité émotionnelle, et c'est là où il est très fort. Mais il va s'allier du coup avec des technologies, des moyens, pour pouvoir rendre cette expérience complète pour l'individu. Une satisfaction de ses besoins, une compréhension humaine, une empathie, reliée à des moyens technologiques pour recommander la meilleure solution, qui peut être la chaussure, la semelle, une analyse biomécanique, un renvoi vers un podologue. Et donc c'est l'alliance des deux et de communiquer ça d'une manière instantanée vers l'extérieur. Donc ce tripode, l'humanité, les technologies et la communication, qui veut faire que ceux qui l'ont compris vont réussir. Ceux qui n'ont pas compris, ça risque d'être des fins de mois difficiles. Et donc ceux qui n'ont pas compris, comment les aider aujourd'hui? Je crois que tous les deux, à votre manière, vous essayez d'aider le marché. Quelles sont vos solutions? Il y a une spécificité de ce marché, comme disait François, on ne vient pas dans un magasin de running par hasard. Ce sont ce qu'on appelle des magasins de destination. C'est-à-dire que je suis capable de faire 2 km, 3 km, une demi-heure de voiture pour aller chez un vrai spécialiste. À partir de là, en effet, on a un certain nombre de statistiques en France qui vont nous dire à peu près 70% des gens qui poussent la porte d'un magasin de trail running vont acheter quelque chose. Contrairement à un magasin multisport, aujourd'hui, on est sur des taux de l'ordre de 20%. Donc on a une transformation visiteur-acheteur qui est énorme. On a également un autre taux de transformation qui est énorme, c'est le taux de vente additionnel. C'est-à-dire que je viens acheter une paire de chaussures, mais en même temps, il faut que j'ai le temps de parler à mon client d'électronique. Il faut que j'ai le temps de lui parler de semelle, il faut que j'ai le temps de parler de confort, de diététique, tout ça pour améliorer sa performance et pour qu'il fasse mieux son sport. Donc en effet, on est dans un monde aujourd'hui de communication, comme le disait François, d'appréhension et de prise en compte des attentes et des besoins de chaque consommateur. Le consommateur est unique. Je vois aujourd'hui des magasins de running qui travaillent sur rendez-vous. C'est-à-dire que comme on va chez le médecin, je prends rendez-vous avec mon magasin de running pour acheter une paire de chaussures. Ça paraît assez incroyable, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que je vais prendre rendez-vous avec un client, peut-être même à 20h du soir. Je vais ouvrir spécifiquement pour lui. On est dans une réalisation de vente individuelle. Et là, le point important qu'on peut préciser, c'est cette capacité à ne pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est que la personne, elle court, elle profite pleinement de sa course. Et profiter pleinement de sa course, ça veut dire j'oublie mes pieds, j'oublie mon corps, j'ai bien mangé, donc je peux me consacrer corps, âme et esprit à ma course. Par contre, c'est pas un hasard. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un a regardé ma foulée ou ma personne, m'a conseillé les bons produits, que ce soit semelles, chaussettes, chaussures, et ensuite m'a accompagné. Et les détaillants de demain devront faire mieux l'analyse du besoin et l'accompagnement. La vente one-shot, je te vends une fois quelque chose, ça ne suffit pas à maintenir en vie. C'est un modèle où on accompagne tout le long de la vie du coureur. Peut-être qu'on le rappelle au bout de 6 mois, dit tiens, ta chaussure, tu es venu il y a 6 mois, tu as couru X kilomètres, reviens, on va vérifier qu'elles sont de qualité. Tu as pris du poids, tu es enceinte, viens, reviens, on va regarder ça, je t'accompagne. Donc ce modèle de one-shot est cassé par l'Internet et les pure players et du coup devient un métier de spécialiste et d'accompagnant. Donc le digital permet un accompagnement, pas en temps réel mais presque. Donc les technologies modernes permettent aux gens maintenant même de surveiller leur foulée à distance ou même de prendre la mesure de ce qu'ils ont fait pendant une journée. Donc le conseil pointu sur des technologies pointues ne vaut que par ce côté accompagnement pour le meilleur du coureur. Donc si je te suis bien François, le digital vient remettre l'humain au centre. Le digital amplifie la capacité humaine pour donner toute sa plénitude. Et vraiment c'est un alliage,
le meilleur de l'expertise avec le meilleur de l'expérience. Le digital, c'est un outil qui est au service de l'humain pour l'humain. Et pas prendre ça comme un j'ai un scanner de pied ou j'ai de digital. On s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce qu'à la fin, l'humain est mieux. Et le digital est un outil extrêmement performant pour relier de l'humain vendeur à l'humain utilisateur et de le suivre pour le meilleur des deux. D'accord. Et donc, on parle d'humain. Pourquoi aujourd'hui, demain, le magasin devrait investir justement dans ces ressources humaines? Parce que c'est un marché, comme je disais, avec une innovation permanente, donc qui nécessite une actualisation des connaissances, une actualisation des capacités, et puis bien sûr un comportement adapté à ce qu'attendent les clients. L'objectif aujourd'hui d'un magasin, c'est de transformer ses clients en agents commerciaux. C'est-à-dire que ce soit ses clients qui lui ramènent des clients. Et ça, jamais Internet n'arrivera à le faire. C'est grâce à sa personnalité, à sa façon de vendre qu'il arrivera aujourd'hui à créer ce club d'acheteurs d'une façon formidable. Et en effet, là, l'investissement sur l'humain est quelque chose d'essentiel. Je disais, c'est la 4e condition de la réussite de l'entreprise, c'est la compétence et bien entendu la motivation de ses équipes. Et là, on est vraiment, pour rejoindre ce que dit Gérard, on est une expérience retail d'un consommateur qui va acheter un produit ou se faire conseiller en magasin. Elle ne peut pas être donnée par une borne. Donc, c'est l'humain qui va transposer à cette personne pour que lui en retienne une expérience d'achat et une expérience d'utilisation. Et l'expérience, c'est un peu comme la lanterne, elle n'éclaire que celui qui la porte. Donc, il est extrêmement important d'allier les technologies et les hommes, mais qu'une notion de service, une notion d'expérience, elle n'est aujourd'hui transmise au mieux que par les hommes. Donc, vous voulez vous différencier par de l'expérience client, par de la solution, par un accompagnement, c'est là où l'être humain a toute sa plénitude, à partir du moment où on le veut, et on décide d'investir sur les hommes. Et donc, vous, François, vous proposez au sein de Sidas World de suivre cet humain? Nous, aujourd'hui, on estime que pour notre objectif, notre raison d'être d'entreprise, qui est que les gens profitent pleinement de ce qui est de la randonnée, de la course à pied, on ne peut plus amener que des produits. On va accompagner ceux qui le veulent en produits, en services de formation et en outils. Pour qu'eux-mêmes, ensuite, ils ont, comme une bonne pizza, on leur offre, on est capable d'amener un bon four, de la bonne mozzarella, on va vous fournir un bon pizzaiolo, mais à la fin, c'est vous qui êtes le pizzaiolo. Ça, on ne le fera jamais nous. Donc à vous d'être bon, nous on travaille avec vous pour que vous puissiez l'être. Eh ben, merci beaucoup. Gérard, vous aviez autre chose à rajouter? Non, c'est parfait. On est, en effet, moi je le crois depuis plus de 35 ans, en disant que l'homme est la véritable valeur d'une enseigne de distribution, et investir sur l'humain, c'est toujours gagnant. Eh ben, merci à vous deux pour cet épisode de l'Académie TV. Rendez-vous prochain épisode. À très bientôt.